Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission ? Aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus fous. Alors installez-vous bien et bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet quand même assez complexe mais que je trouve hyper intéressant. La valeur de ton temps. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? Combien vaut une heure de ma vie, par exemple ? C'est à cette question que j'ai décidé de m'attaquer dans cet épisode de podcast. Et avant d'aborder le sujet en profondeur, comme d'habitude, j'aime bien prendre le temps de te présenter un peu l'intérêt que ça peut avoir pour toi de creuser le sujet. Premièrement, le fait d'estimer approximativement la valeur de ton temps en euros, parce que je parle bien d'argent, oui, ça peut t'aider, par exemple, à prendre conscience de la valeur du temps que tu passes et peut-être t'encourager à être moins distrait, à moins allouer ton temps sur des choses qui n'en valent pas la peine parce que, justement, ton temps a une certaine valeur. Donc ça, c'est la première motivation. La deuxième, c'est que si tu es entrepreneur, tu peux peut-être envisager par rapport à ce calcul-là d'augmenter tes tarifs parce que tu vas peut-être te rendre compte que par rapport à tes compétences ou ce que tu souhaites vivre, il te faut augmenter tes prix. Si tu es salarié, du coup, peut-être augmenter ton salaire de façon globale et demander une augmentation. Puis troisièmement, ça peut également t'aider à prioriser et surtout déléguer certaines choses dans ton entreprise parce que tu vas te rendre compte que ton taux horaire, alors il est théorique parce qu'il va se baser sur ta vie entière, mais si ton taux horaire il est élevé et que tu te rends compte que pour certaines tâches c'est abusé d'être payé à ce prix-là, je te parle encore une fois en théorie, du coup c'est peut-être l'occasion pour toi d'avoir une réflexion sur ce que tu vas déléguer ou non dans ton entreprise. Donc pour ces 3 raisons, je trouve que c'est pertinent d'aborder le sujet. Mais attention, il y a une chute, parce qu'à la fin de cet épisode, je te partage ma vision des choses qui va complètement à l'encontre de tout ça. Alors, installe-toi bien, surtout qu'en préparant cet épisode de podcast, je dois t'avouer que je me suis laissée happer par tout un tas de recherches sur des questions que je t'avoue que je ne m'étais pas posées à la base, comme par exemple, à partir de quand avons-nous commencé à parler du temps comme nous le faisons aujourd'hui, avec des heures, les minutes et les secondes ? Alors, au menu, une partie un peu historique pour faire le point sur l'évolution de la notion du temps à travers l'histoire et les cultures. Puis, dans la seconde partie du podcast, je vais m'attaquer au sujet principal en te partageant des méthodes concrètes pour calculer la valeur de ton temps. Alors, c'est parti. Premièrement, le temps à travers l'histoire et les cultures. On commence notre voyage. Tout d'abord, l'ère agraire. Donc, si le terme agraire ne te parle pas, c'est tout simplement les sociétés agraires qui se basaient à l'époque sur tout ce qui était agriculture. Une société agraire, ou société agricole si tu veux, est une société dont l'économie à l'époque était basée sur la production et le maintien des cultures des terres agricoles. Ensuite, du coup, pendant cette période-là, la gestion du temps n'était pas la même qu'aujourd'hui, et tu t'en doutes. Et je trouvais ça intéressant de l'analyser, parce qu'à l'époque, le temps, il était rythmé par le travail des champs, les récoltes. Il n'était pas question du tout de minutes, de secondes, mais plutôt de moments de la journée, de périodes de l'année, etc., etc. À l'époque, on regardait les étoiles pour savoir où on était sur le jour on parlait pas de semaine, on parlait pas d'année. Donc tout ça était abstrait. Et le temps finalement, et la notion même de temps dans la journée, était rythmée par la météo, le soleil qui se lève, par des moments de la journée. On ne se donnait pas rendez-vous à telle ou telle heure. Et ça, je trouve ça fascinant parce que aujourd'hui, l'heure fait partie de notre quotidien, mais c'est bien de se dire qu'en fait, ça n'a pas toujours existé. Donc, je trouvais ça intéressant. Ensuite, il y a eu effectivement la révolution
industrielle, euh, environ vers 1760. Avec l'avènement de l'industrie, le temps a commencé à être découpé de façon plus précise du coup. Les horloges et les montres sont devenues plus communes et c'est aussi du coup l'apparition de la ponctualité. Parce que oui, du coup, ça veut dire qu'avant, pendant l'époque agricole, on s'en fichait de la ponctualité puisque les horloges n'existaient pas. Donc, petit aparté d'ailleurs, lors de la révolution industrielle, je trouvais intéressant de comprendre en fait d'où et comment est apparue la notion d'heure. Donc déjà, ce sont les Babyloniens qui ont eu l'idée de diviser au départ la journée en deux périodes. En gros, la nuit et le jour. Donc ça, c'était le début, et puis bien sûr, ça a été suivi par les autres civilisations après. Mais au départ, voilà, les Babyloniens ont commencé à diviser leur journée en deux périodes, le jour et la nuit, donc deux périodes de 12 heures. À cette époque, on ne parle toujours pas de montres ni d'horloges. Ce sont des cadrans solaires qui sont gérés avec le soleil et l'ombre. Donc vraiment pas précis. Mais du coup, lors de la révolution industrielle, on a l'apparition du coup des premières horloges et l'heure commence à se préciser. On détermine ensuite les minutes. À la fin du XVIIe siècle, il y a l'apparition de l'horloge à pendule qui a été créée par un Hollandais, du coup j'ai découvert ça, qui s'appelle Christian Huygens, je sais pas comment on le dit, mais peut-être que pour ta culture générale ça t'intéresse. Et grâce à cette invention, on a pu gagner en exactitude au niveau des heures. Donc ça c'est l'horloge du coup à pendule, mais ensuite on a eu la naissance de l'horloge mécanique qui a marqué du coup une rupture radicale de la conception d'heure qui s'est complètement généralisée. Donc sa durée ne dépend même plus des cycles du soleil, mais l'heure, une heure demeure une heure et ça ne changera plus. Et ça c'est une grosse révolution. Donc une heure, c'est 60 minutes et c'est donc la naissance des minutes. Et puis après, plus tard, sont nées les secondes au 19e siècle. Mais voilà, c'est ce qui a donné naissance du coup à la gestion du temps qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire une heure égale 60 minutes et 60 minutes se composent de... chaque minute se compose de 60 secondes. Donc voilà, c'était intéressant de découvrir ça. Et puis c'est aussi lors de la révolution industrielle que naît cette notion justement du time is money. Donc le temps, c'est de l'argent, puisque bien sûr, à cette époque, on commence à parler de productivité. On n'est plus sur de la récolte, on n'est plus sur de la culture, de l'agriculture, on est sur de l'industrialisation et donc on commence à parler de productivité, d'efficacité. Le temps est plus précis, il est rattaché à l'argent et donc là, il y a un grand changement d'état d'esprit pour tout le monde. Et puis, notre époque actuelle, que j'appelle à peu près l'ère numérique, oui, c'est la période qu'on vit aujourd'hui, où là, notre perception du temps, elle a encore évolué puisqu'on a encore les heures, on a encore les secondes et les minutes, mais on vit dans un monde où tout est instantané et où tous, pourtant, du coup, le temps semble manquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi vite. Pour commander, pour avoir un objet, on peut l'avoir rapidement en passant une commande. On peut s'appeler rapidement. Bref, tout est rapide aujourd'hui et pourtant, on a l'impression de manquer énormément de temps. À tel point que aujourd'hui, en anglais, on parle du concept de time poverty, en gros de pauvreté temporelle, qui désigne finalement cette sensation de manquer constamment de temps aujourd'hui. Et je trouve ça fou parce que du coup, je vais faire une analyse de l'évolution de la perception du temps sur ces trois périodes. Parce que déjà, je trouve que c'est incroyable de se rendre compte que notre quotidien n'est vraiment plus ce qu'il était auparavant. Alors oui, on l'a tous en tête dans notre subconscient, mais le fait de vraiment de se dire que, ouais, écoute, aujourd'hui, il faut que tu te rendes compte qu'avant, la gestion du temps n'était vraiment pas la même, que certaines personnes n'avaient pas de montre et qu'avant, voilà, c'était pas du tout pareil. Donc, je trouve ça incroyable de se rappeler ça. Ça peut nous aider à nous questionner sur notre façon de fonctionner aujourd'hui, puisque, voilà, c'était différent. L'ère agraire, finalement, c'était très naturel. Le temps était moins une ressource à maximiser, mais plutôt une réalité qu'il fallait tout simplement vivre. C'était juste le temps, en fait. C'était quelque chose à vivre.
Et c'est une perception du temps qui peut nous sembler étrange aujourd'hui, mais qui avait l'avantage d'ancrer, je pense, les personnes qui vivaient à cette époque dans le monde et dans le cycle naturel des choses. Lors de la révolution industrielle, la perception du temps donc a pris un virage, et donc le temps est devenu un bien un peu plus précieux, mais surtout une ressource à optimiser à tout prix pour être productif, pour avoir une productivité maximale et donc être rentable. Cette ère, bien sûr, a apporté des avantages indéniables en termes d'efficacité et de progrès, mais elle a eu du coup des conséquences également sur notre rapport au temps qui fait que aujourd'hui, par exemple, il est souvent ressenti comme étant une pression à la rentabilité, et voilà, ça a donné lieu du coup au concept de burn-out, etc. Parce que je ne sais pas si à l'ère agraire, il y avait cette notion de burn-out et de rentabilité, peut-être pas. Mais voilà, c'est génial la révolution industrielle puisqu'il y a eu beaucoup de voilà, on va pas s'en plaindre, mais il y a eu quand même cet effet-là sur notre rapport au temps. Et puis l'ère numérique, voilà, que nous vivons actuellement, où c'est un peu la course, je dis un peu pour modérer mes propos, mais en réalité c'est la course pour la plupart des personnes. Le manque de temps se fait ressentir sans que rien n'ait finalement vraiment changé en tant que tel. Parce que le temps en lui-même, c'est le même temps qu'on avait à l'époque, à l'ère agraire, mais notre quotidien a bien changé parce qu'aujourd'hui on a des outils numériques, etc. Alors ma petite réflexion sur tout ça, c'est qu'en fin de compte, notre relation avec le temps est une question d'équilibre. Si la maximisation du temps qui a été apportée par l'ère industrielle a quelques effets nocifs, elle est plutôt pas mal pour pouvoir gérer son temps de manière harmonieuse en fait dans les différents pays. Donc ça a ses avantages et on ne va pas s'en plaindre en fait. On ne va pas se plaindre de savoir que dans une journée on a 24 heures, etc. C'est plutôt une évolution positive. Mais là où on peut être équilibré, et ça va être peut-être notre défi à l'ère numérique, c'est de justement pouvoir retrouver un peu de cette sagesse qu'on avait auparavant, lors de l'ère agricole, où le temps était respecté comme plutôt une réalité naturelle, plutôt qu'une simple ressource à exploiter à tout prix pour la rendre rentable. Et je pense que cette vision de la gestion du temps aujourd'hui qui serait plus équilibrée, elle est intéressante pour nous ramener à une vision de la productivité qui serait plus saine et moins toxique. Je te laisse méditer sur cette partie-là, sur tout ça. Tu me diras si ça t'a intéressé de découvrir tout ça, mais voilà. N'hésite pas à me partager ton avis là-dessus quand tu auras fini d'écouter l'épisode de podcast. Mais trêve de théorie, passons maintenant au sujet du jour qui est finalement comment estimer la valeur de ce temps à notre ère numérique. Premièrement, tu as la méthode facile que je pense qu'on a tous déjà peut-être fait, c'est que, alors au moins à l'échelle du travail, c'est qu'on va calculer on va prendre son salaire annuel et puis on va le diviser par le nombre de temps qu'on passe au travail et puis ça va nous donner une sorte de taux horaire. Mais évidemment, cette méthode, elle a ses limites parce que tu te doutes bien que elle ne prend pas en compte l'aspect de ta vie. Et moi, tous les aspects de ta vie. Et moi, ce que je veux t'amener à estimer aujourd'hui, c'est pas juste la valeur de ton temps de travail, c'est la valeur de ton temps de manière générale. Combien d'euros tu pourrais mettre sur ton temps ? Et pour ça, je te partage tout simplement la méthode de Fabien Olicard. Donc cette méthode, elle n'est pas du tout de moi, c'est une méthode que j'ai découverte dans son épisode de podcast. Fabien Olicard est un entrepreneur vraiment... C'est quelqu'un dont j'admire le travail, il est mentaliste, il a fait un ouvrage également autour de la gestion du temps. Je te mettrai le lien des ressources dans les notes de l'épisode du podcast. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de te partager sa méthode parce que moi, je sais que c'est une question que je m'étais déjà posée. Alors, je trouvais ça sympa que quelqu'un se soit amusé à inventer une formule pour essayer d'estimer le coût de son temps. Alors, si tu as envie de faire avec moi cet exercice, je t'invite à mettre l'épisode de podcast sur pause, de prendre une feuille de papier et une calculatrice et c'est parti. On va calculer ensemble 4 montants qui vont te permettre de trouver à la fin de cet épisode de podcast
ton taux horaire, mais ton taux horaire de vie, quoi, la valeur de ton temps sur ta vie entière, que ce soit sur le pro ou le perso. Alors c'est parti. Le premier montant qu'on va calculer, c'est le montant A qu'on va appeler la carte cadeau. Pour estimer la valeur de ce montant, tu vas te poser la question suivante. Si on te propose de gagner une carte cadeau que tu pourras utiliser dans n'importe quel domaine, ce que tu veux, mais pour obtenir cette carte cadeau, tu dois rester 1 heure sans rien faire. C'est-à-dire 1 heure vraiment sans ne rien faire. Sans toucher à ton téléphone, sans jouer, tu dois absolument rien faire. Combien devra valoir cette carte cadeau pour que tu acceptes de ne rien faire pendant 1 heure avant de l'avoir? Hop, tu définis ton montant. Alors, est-ce que c'est 20 €, 30 €? Voilà. Estime ce montant-là. Deuxième montant, montant B, qui va être la tâche facile. Pour estimer ce montant B, tu vas te demander tout simplement combien serais-tu prêt ou prête à payer quelqu'un pour exécuter une tâche vraiment facile, qui est répétitive et pour laquelle tu n'as pas du tout de valeur ajoutée, tu vois. Combien tu serais prête à payer quelqu'un pour qu'elle soit réalisée en fait par une autre personne que toi? Est-ce que c'est 15 €, 20 €, 30 €, 70 €? Définis ton montant. Et là, tu auras ton montant B. Ensuite, le montant C, c'est le montant qui représente tes véritables revenus. Donc, on va parler de revenus mensuels pour ce calcul, mais attention, pour cette valeur-là, il va te falloir estimer vraiment un montant précis qui sera recalculé parce que c'est pas ton simple revenu qu'on va prendre, mais on va également inclure ton temps de travail et ton temps de transport. Alors pour ça, tu vas noter premièrement ton revenu mensuel. Si jamais tu as un revenu qui n'est pas, tu sais, qui varie énormément, et n'hésite pas à reprendre ton chiffre d'affaires annuel ou ton salaire annuel de l'année dernière et de le diviser par 12 pour obtenir une somme mensuelle. On va parler de net, bien sûr, de net, donc ce qui va dans ta poche vraiment. Et avec cette somme-là, tu vas faire un petit calcul. Tu vas mettre ton revenu mensuel que tu vas diviser ensuite par ton temps de travail mensuel, donc en heures, et ton temps de transport en heures. Si tu prends 1 heure par jour, tu vas le multiplier pour aller au travail, par exemple, 1 heure par jour, tu vas le multiplier par le nombre de jours où tu travailles, tu vois. Si tu travailles de chez toi et que tu n'as pas de temps de transport, du coup, tu additionnes 0. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas donc avoir ton montant C en faisant le calcul suivant. Ton revenu mensuel net divisé par la somme de ton temps de travail plus ton temps de transport en heures. Voilà. Ensuite, pour obtenir ton montant D, tu vas tout simplement imaginer ta satisfaction. C'est ton seuil de satisfaction. Là, c'est le montant minimum que tu souhaiterais gagner par heure de travail pour être vraiment satisfait. Donc ici, c'est très facile. C'est vraiment... alors, bien sûr, tu vas pas mettre un truc mirobolant non plus, tu vois. Tu vas pas te mettre un truc inaccessible. Mais vraiment, aujourd'hui, à combien tu souhaiterais être payé en termes horaires, le minimum syndical qui te rendrait satisfait ou satisfaite? Combien tu estimes? Est-ce que c'est 40 €? Est-ce que c'est 30 €? Voilà. Ce montant-là, tu vas le mettre, tu vas le nommer. Ce sera ton montant D. Donc, à ce stade, tu as 4 montants. Et pour estimer la valeur du coût de ton temps estimé, tu vas faire tout simplement le montant A plus le montant B plus le montant C plus le montant D que tu vas diviser par 4. Et tu vas avoir la fameuse valeur de ton temps en euros par heure. Du coup, voilà, normalement, si tu as fait cet exercice en même temps que moi, tu obtiens un montant, généralement moins de 100 €. Enfin, ça dépend de ta réalité, mais tu obtiens un montant qui représenterait un peu la valeur de ton temps, c'est-à-dire que 1 heure dans ta vie, ça vaudrait
ça vaudrait tant. Si je te mets un exemple, si je fais l'exercice moi, le montant A, je mettrais 60 euros pour la carte cadeau, le montant B, délégation, 15 euros, le montant C, revenu, je fais un calcul et ça me permet d'obtenir 40 euros. N'oubliez pas pour le calcul du montant C qu'on reste sur du mensuel, que ce soit pour l'horaire, pour les horaires de temps, de transport, etc. Satisfaction, je mettrais 70 euros et on est à un montant du coup de 46 euros par heure. Je trouve que c'est assez élevé. J'ai regardé quelques exemples sur le web. C'est assez élevé, mais voilà, ça te donne un ordre d'idée. Et maintenant, Fabien Olicard propose également une façon d'analyser ces résultats. Alors autant je trouve que ce calcul, il est un peu... voilà, je pense que c'est pour avoir une ordre d'idée, c'est sympa de le faire, mais bon, est-ce qu'il faut le prendre au mot? Je ne pense pas, parce que les contextes sont tellement différents. Il y a des personnes qui n'ont pas de revenus. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui ne s'adapte pas à toutes les situations. Mais ça permet quand même, je trouve, voilà, l'analyse, je la trouve pertinente et c'est de ça qu'on va parler du coup. Comment analyser ton résultat? Pour ça, tu as différents niveaux d'analyse et on va commencer par la première qui est notamment en rapport avec le montant A. Si ta valeur finale est supérieure au montant A, donc la carte cadeau pour laquelle tu as estimé un montant pour lequel tu serais prête à rester 1 heure sans rien faire, si ta valeur finale elle est supérieure à ce montant-là, ça veut dire que peut-être que tu prends généralement au quotidien des décisions qui sont trop émotionnelles. Donc, que tu n'es pas assez rationnel, parce que ça voudrait dire que tu serais prête à attendre, prêt ou prête à attendre 1 heure sans rien faire pour quelque chose qui, au final, a moins de valeur que la valeur réelle de ton temps. Donc c'est une analyse intéressante, ça pourrait te questionner sur comment tu prends des décisions et comment tu investis ton temps. Ensuite, si cette valeur-là, elle est inférieure à la carte cadeau, alors c'est plutôt bon signe, ça veut dire que tu arrives à bien arbitrer tes décisions, mais quand même attention au réalisme. Ensuite, le deuxième niveau d'analyse, c'est au niveau de la délégation. Si ta valeur finale elle est supérieure au montant en fait de la tâche facile, bah ça veut dire que c'est peut-être le moment de commencer à déléguer, tu vois, parce que ça signifie que par rapport à ton montant final, aujourd'hui tu peux déléguer certaines choses pour te dégager du temps. Si la valeur elle est inférieure, bah ça veut dire que tu es OK, ce n'est pas le moment de déléguer. Autre niveau d'analyse, c'est que si ta valeur finale elle est supérieure au montant de tes revenus, ça veut dire que c'est parfait, c'est aligné, tu es payé à ta juste valeur et c'est plutôt bon, tu vois. Si maintenant ta valeur elle est inférieure au montant de tes revenus, il faudra peut-être faire attention à réaligner les choses et redresser parce que tu vis peut-être de la frustration. Et pour terminer, vu que le niveau de satisfaction, bah voilà, ça c'était un peu ton rêve, bah tu peux très bien comparer, hein, mais il n'y a pas forcément une analyse à faire à ce niveau. En tout cas, Fabien Olicard n'en propose pas. Et donc voilà comment, par rapport à la valeur de ton temps que tu as estimé avec différents leviers, différents aspects, bah, te permet finalement d'avoir une analyse globale de la valeur de ton temps et surtout bah, comment tu peux réajuster en fonction de ce calcul-là. Donc comme je te le disais, je trouve que ce calcul, il est vraiment trop subjectif et vraiment, c'est pas quelque chose que je t'encourage à prendre au mot. Mais, il donne quand même un ordre d'idée et il peut t'aider à arbitrer. Par exemple, si tu te dis que tu vas te lancer dans une tâche et que typiquement cette tâche, elle vaut le montant que tu as obtenu, par exemple moi 46 euros de l'heure. Bah, typiquement, c'est une réflexion qui, moi, m'aide à me dire, bah, qu'est-ce que je peux déléguer ou pas? Parce que si aujourd'hui je trouve que clairement c'est une perte de temps pour moi par rapport à ma zone de génie de me concentrer sur cette tâche, ben ça peut être pertinent pour moi de la déléguer, tu vois. Donc ça peut te donner un ordre d'idée, mais je veux quand même préciser quelque chose et c'est là où je
je vais m'arrêter avec toi. C'est que ton temps n'est pas juste un taux horaire. Oui, je sais, je t'ai parlé de tout ça pour finalement te dire que ton temps n'est pas juste un taux horaire. Mais c'est important pour moi de te le dire à la fin de cet épisode de podcast parce que moi, je ne partage pas du tout la vision time is money. Le temps, c'est pas forcément de l'argent. Pour moi, le temps, je sais plus où je l'ai entendu, mais encore une fois, c'est pas une phrase de moi, je sais plus où je l'ai vu, où je l'ai lu, mais pour moi, le temps, c'est surtout de la vie. Le temps, c'est de la vie. D'où l'importance de bien l'utiliser. Avant d'être de l'argent, le temps, c'est ta vie que tu dépenses en fait, c'est de la vie. Et je pense que considérer son temps comme étant de la vie, ça a encore plus de sens et plus de valeur, plus d'impact que de donner, d'y rattacher une certaine valeur horaire qui, en euros, n'aurait pas forcément de sens parce que voilà, il y a des gens qui font du bénévolat, enfin bref, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, c'était la fin de ma réflexion, en tout cas autour de cette méthode. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que justement, ma prochaine formation, elle parlera d'efficacité, de productivité. Et justement, mon but, c'est vraiment de vous aider, en tout cas d'aider les personnes qui la prendront à se reconnecter à une productivité vraiment saine. Et je suis tellement heureuse, à mon niveau, de contribuer à travailler ce rapport qui est beaucoup plus équilibré de la productivité, cette vision de la productivité qui est équilibrée, qui n'est pas bloquée au temps agricole, qui est quand même dans l'ère numérique, mais qui revient à un rapport au temps qui est beaucoup plus sain, en fait, que la productivité qui peut être toxique. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là. D'ailleurs, partage cet épisode à quelqu'un qui doit absolument le découvrir si ça t'a plu. N'oublie pas également de laisser une note à ce podcast si tu ne l'as pas encore fait sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Et puis, d'ici là, je te recommande de prendre soin de toi, de profiter du temps qui t'est donné. Et donc, finalement, si je fais le raccourci par rapport au sujet qu'on a abordé aujourd'hui, de la vie qui t'est donnée tout simplement, histoire de ne pas être dans une dynamique forcément de rentabilité monétaire, mais de rentabilité de sens.